Quelle valeur a la fierté quand le corps trahit, lorsqu'un milliardaire tombe sur le marbre froid de sa propre demeure, qui ose le toucher sans crainte. Voici l'histoire d'un homme qui régnait sur tout, sauf sur son cœur. Préparez-vous, vous ne verrez plus jamais l'amour comme avant. Le corps d'Alexandre Beaumont heurte le marbre avec un bruit sourd qui résonne dans toute la demeure. Un son terrible, presque obscène dans le silence hautain de cette maison où chaque objet coûte plus cher qu'une année de salaire moyen. 42 ans, héritier d'un empire immobilier qui s'étend de Paris à Monaco, propriétaire de plus de 300 appartements de luxe. Et voilà qu'il gît au sol comme un mendiant, les jambes refusant d'obéir. La douleur fulgurante dans son dos irradie jusqu'aux hanches. Alexandre tente de bouger, mais ses membres inférieurs restent inertes, lourds, inutiles. Une paralysie temporaire, avaient dit les médecins après l'accident de voiture 3 semaines plus. Tôt, temporaire. Le mot résonne comme une promesse qu'il ne croit plus. Dessus de lui, le plafond orné de fresques du XVIIIe siècle semble se moquer de sa chute. Les angelots dorés qui dansent dans les nuages peints paraissent rire de l'homme qui se croyait invincible. La sueur perle sur son front, l'humiliation brûle plus fort que la douleur physique. Il entend des pas légers qui approchent. Non, pas maintenant, pas elle. La porte s'ouvre en grand. Élise Laurent entre rapidement, tenant par la main Chloé, la petite fille de 5 ans aux yeux trop grands, trop sérieux pour son âge. L'enfant porte sa peluche préférée, un lapin gris usé qu'elle refuse de lâcher depuis le divorce. « Papa !» crie Chloé, la voix tremblante. « Reste là, ma chérie !» dit Élise d'une voix calme, mais ferme. Elle pose doucement la fillette près du cadre de porte et s'avance vers l'homme étendu au sol. Alexandre sent son cœur cogner dans sa poitrine. Pas de pitié. Il ne supporte pas la pitié. « Je n'ai pas besoin de ton aide !» hurle-t-il, la voix cassée par l'effort et la rage. Élise ne répond pas. Elle s'agenouille près de lui avec une grâce naturelle qui contraste avec l'élégance calculée des autres femmes qu'il a connues. 24 ans, étudiante en physiothérapie le jour, nounou le soir. Cheveux châtains attachés en un chignon simple, visage sans maquillage, mains calleuses d'avoir trop travaillé. Elle glisse ses bras sous son torse avec une précision technique qui trahit des heures d'études et de pratique. Ses mains sentent la lavande et le pain chaud, une odeur simple, presque déplacée dans cette demeure où tout sent le luxe froid et les parfums hors de prix. « Vous allez me laisser tomber !» gronde Alexandre. « Non, monsieur Beaumont, je ne laisserai personne tomber, jamais !» Il y a quelque chose dans sa voix, pas de la servilité, pas de la peur. Une assurance tranquille qui le désarçonne. Personne ne lui parle ainsi. Personne n'ose. Avec une force surprenante pour son corps mince, Élise le soulève doucement, le reposant contre le mur le plus proche. Ses gestes sont précis, mesurés. Elle ne le traite pas comme un invalide à plaindre, mais comme un patient à soigner. La différence est immense. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le touche sans calcul, sans attendre quelque chose en retour, sans chercher à lui plaire ou à obtenir une faveur. Le silence qui suit est assourdissant. Chloé s'approche lentement, tenant toujours son lapin contre sa poitrine. « Papa, va bien ?» murmure-t-elle. Alexandre veut répondre, mais les mots restent coincés dans sa gorge. Il regarde sa fille, puis Élise, qui s'est relevée et époussette son jean usé avec des gestes simples. « Ton papa est très fort !» dit Élise à l'enfant en lui caressant les cheveux. Il va se remettre, mais il a besoin de repos. Et de toi, ajoute Chloé avec cette franchise brutale propre aux enfants. Élise sourit. Alexandre détourne le regard. Le roi vient de tomber de son trône. Et pour la première fois, il n'est pas certain de vouloir y remonter. Les jours suivants transforment la demeure en champ de bataille silencieux. Le marbre italien qui recouvre les sols devient l'ennemi quotidien d'Alexandre, glissant et impitoyable. Chaque déplacement est une épreuve, chaque tentative de marcher se solde par un échec cuisant. Mais quelque chose change, imperceptiblement. Élise ne demande jamais la permission, elle agit. Le matin, avant que le soleil n'inonde les immenses baies vitrées donnant sur
Les jardins à la française, elle est déjà là, préparant le petit déjeuner de Chloé. Des crêpes simples, pas les viennoiseries sophistiquées que le chef personnel préparait autrefois. L'enfant dévore avec un appétit qu'Alexandre ne lui connaissait plus. « Pourquoi elle mange mieux avec toi ?» demande-t-il un matin, incapable de cacher son agacement. « Parce que je mange avec elle », répond Élise sans lever les yeux de son assiette. La réponse est une gifle douce. Alexandre réalise qu'il n'a jamais partagé un repas avec sa fille sans consulter son téléphone, sans prendre un appel urgent, sans penser aux millions qui se gagnent ou se perdent à chaque seconde. Les exercices commencent discrètement. Élise ne les appelle jamais ainsi. Elle invite simplement Alexandre à s'asseoir sur le canapé du salon plutôt que dans son fauteuil roulant électrique. Elle place des coussins sous ses jambes, ajuste l'angle avec une précision millimétrique. « Qu'est-ce que vous faites ?» grogne-t-il la première. « Une fois. Je m'assure que le sang circule correctement, monsieur Beaumont. La position est importante pour la récupération. » Elle masse doucement ses mollets engourdis. Ses doigts trouvent les points de tension avec une facilité déconcertante. Alexandre ferme les yeux malgré lui. Personne ne l'a touché ainsi depuis... Depuis quand, au juste? « Où avez-vous appris ça ?»« À l'université, et avant en m'occupant de ma grand-mère. Elle a eu une attaque cérébrale quand j'avais 16 ans. »« Vous aviez 16 ans et vous vous occupiez d'une paralysée ?»« Nous n'avions personne d'autre, monsieur. Mon père était parti. Ma mère travaillait 2 emplois. Alors j'ai appris. » La simplicité de sa réponse est accablante. Pendant qu'elle survivait dans les banlieues difficiles, lui assistait à des galas de charité où l'on dépensait plus en champagne qu'une famille ne gagne en 1 an. Élise apporte avec elle une odeur de lavande qui imprègne peu à peu la maison. Elle ne porte pas de parfum. C'est le savon qu'elle utilise, artisanal, acheté au marché du dimanche. Un parfum honnête, sans prétention. Midi, elle installe des barres parallèles improvisées dans le grand salon, utilisant des chaises solides et des planches de bois trouvées au sous-sol. Le majordome, Henri, observe avec désapprobation manifeste. « Madame Duret ne sera pas contente si elle voit ça, » marmonne-t-il. « Madame Duret n'habite plus ici, » répond Élise sans s'arrêter. Alexandre observe la scène depuis son fauteuil. Camille, son ex-épouse, a quitté la demeure 6 mois plus tôt, emportant avec elle la moitié de sa fortune et rien de son cœur. Leur mariage avait été une alliance stratégique entre 2 familles puissantes. L'amour n'avait jamais fait partie du contrat. « Essayez de vous lever, » dit Élise en se tournant vers lui. « Je ne peux pas. Vous ne voulez pas. C'est différent. » La colère monte en lui comme une vague brûlante. « Comment osez-vous ? À force d'aider ceux qui n'ont personne pour les relever, j'ai appris à faire la différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Vous avez peur, monsieur Beaumont. C'est normal, mais la peur ne disparaît pas si on la nourrit. » Alexandre la fixe, cherchant la moindre trace de condescendance, de pitié, de jugement. Il ne trouve que de la détermination tranquille. Cette femme qu'il paie 100 € par jour pour garder sa fille le défie avec plus de courage que ses associés milliardaires. Il tend les bras. Elle s'approche, l'aide à se mettre debout. Ses jambes tremblent, menaçant de céder à tout moment. Les mains d'Élise le soutiennent fermement. « Je vais tomber. Alors, je vous rattraperai. » Ils restent ainsi, suspendus dans un équilibre précaire. Alexandre sent la chaleur de ses paumes à travers le tissu de sa chemise. Une chaleur humaine, simple, réconfortante. Il tient 5 secondes, puis 10, puis ses genoux cèdent. Élise le rattrape avec une aisance déconcertante, le guidant doucement vers le canapé. « Vous avez tenu 15 secondes de plus qu'hier, » dit-elle avec un sourire discret. « Je n'ai pas tenu 15 secondes hier, c'était la première fois. »« Non, hier matin, vous vous êtes levé seul pour aller aux toilettes. Vous croyez que je n'ai pas remarqué ?» Alexandre reste sans voix. Elle l'observe. Vraiment. Pas comme les employés qui baissent les yeux, pas comme Camille qui ne le regardait que pour calculer ses prochaines dépenses. Elle le voit. Chloé entre dans le salon en courant, son lapin gris volant derrière elle. Elle s'arrête net en voyant son père assis normalement sur le canapé, pas dans son fauteuil roulant. « Papa, tu es guéri ?»« Pas encore, ma chérie, mais j'y travaille. » La fillette grimpe sur le canapé et se blottit contre lui. «
Alexandre passe un bras maladroit autour de ses épaules. Quand a-t-il fait ça pour la dernière fois? Élise les observe depuis le seuil de la porte, ses mains sentant toujours la lavande et l'espoir. Elle ne dit rien, elle n'a pas besoin. Le silence qui remplit la pièce n'est plus celui de l'orgueil blessé, mais celui de quelque chose qui commence doucement à renaître. Le marbre de la demeure reste froid. Mais pour la première fois depuis longtemps, la maison semble moins vide. Les domestiques parlent. Ils ont toujours parlé, mais Alexandre n'avait jamais écouté. Maintenant, cloué dans son fauteuil ou allongé sur le canapé pendant les exercices d'Élise, il entend tout. La nounou se prend pour une infirmière, murmure Sophie, la femme de chambre, en arrangeant les fleurs du hall. « D'entrée, elle va trop loin, répond Margot, la cuisinière, en coupant des légumes avec des gestes brusques. Monsieur Beaumont devrait avoir un vrai kinésithérapeute, un vrai professionnel, pas une fille de banlieue qui joue au docteur. » Les mots glissent sous les portes, serpentent dans les couloirs de marbre, s'insinuent partout. Alexandre sent la colère monter, mais pas contre Élise, contre ces gens qu'il paie généreusement et qui osent juger celle qui fait plus pour lui que tous les spécialistes coûteux qu'il a consultés. Henri, le majordome, est le pire. Fidèle serviteur de la famille Beaumont depuis 30 ans, il observe Élise avec un mépris à peine dissimulé. Chaque fois qu'elle passe, il renifle comme si elle apportait une odeur désagréable alors qu'elle ne sent que la lavande propre et honnête. Un mardi matin, Alexandre surprend Henri au téléphone dans le bureau adjacent. « Oui, Madame Duret, je pense que vous devriez savoir. La jeune nounou prend beaucoup de liberté avec Monsieur Beaumont. Elle touche monsieur de façon inappropriée sous prétexte d'exercice. Je ne voudrais pas insinuer quoi que ce soit, mais le sang d'Alexandre se glace. Henri appelle Camille, son ex-épouse, celle qui n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour son bien-être, celle qui a attendu 3 jours après son accident pour venir à l'hôpital, et encore, accompagnée de son avocat. Il veut intervenir, mais ses jambes refusent toujours d'obéir assez vite. Avant qu'il puisse faire rouler son fauteuil, Henri raccroche et sort du bureau, un sourire satisfait aux lèvres. 2 jours plus tard, une Mercedes noire se gare devant la demeure. Camille Duret en descend avec l'élégance glaciale d'un mannequin de haute couture. Tailleur Chanel noir, talons aiguilles rouges, cheveux blonds tirés en un chignon parfait. 40 ans, pas une ride grâce aux injections régulières, corps sculpté par un entraîneur personnel qu'elle paie plus cher qu'une voiture de luxe. Elle entre sans frapper. C'est toujours sa maison, en quelque sorte, selon les termes compliqués du divorce qui traîne depuis des mois. Alexandre est dans le salon. Élise l'aide justement à faire des étirements pour améliorer la mobilité de ses hanches. Les mains de la jeune femme pressent doucement le bas de son dos, tandis qu'il est allongé sur un tapis de yoga qu'elle a apporté. « Comme c'est touchant », lance Camille depuis le seuil. Élise se redresse immédiatement, s'écartant d'Alexandre. Mais elle ne baisse pas les yeux. Elle soutient le regard de Camille avec un calme qui surprend tout le monde, y compris Alexandre. « Madame Duret ?» dit Élise poliment. « Mademoiselle, comment déjà ?» fait Camille, en agitant la main comme si le nom d'Élise n'avait aucune importance. « Laurent, Élise Laurent. »« Ah oui, la nounou. Henri m'a dit que tu t'occupais très bien de mon ex-mari. » Le ton est venimeux. Élise ne bronche pas. « Je m'occupe de votre fille, madame. Monsieur Beaumont bénéficie simplement de mes connaissances en physiothérapie. »« Tes connaissances ?» ricane Camille. « Tu es étudiante, ma chérie. Tu n'as aucun diplôme, aucune qualification réelle. J'ai assez de connaissances pour aider quelqu'un à remarcher. » Le silence qui suit est électrique. Camille se tourne vers Alexandre, toujours allongé sur le tapis, incapable de se lever assez vite pour défendre Élise ou affirmer son autorité. « Alexandre, tu laisses cette fille de banlieue te toucher. Une domestique, tu as perdu la tête avec tes jambes. »« Camille, » commence Alexandre, la mâchoire serrée. « Non, ne dis rien. Je vois exactement ce qui se passe ici. Tu es vulnérable, elle en profite. C'est classique. Ces gens-là savent flairer les opportunités. »« Ces gens-là » répète Élise, la voix toujours calme, mais teintée d'acier. « Tu sais très bien de quoi je parle. Tu viens d'où? D'une cité? D'un appartement social? Et maintenant,
Tu es dans une mansion de 20 millions d'euros. Tu touches un homme riche. Tu imagines déjà comment? Grimper l'échelle sociale? Élise ne répond pas immédiatement. Elle plie le tapis de yoga avec des gestes lents, précis. Puis elle se tourne vers Camille. « Je viens d'Argenteuil, madame, d'un appartement de 2 pièces où nous étions 5. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Ma mère a travaillé comme agent d'entretien pendant 20 ans pour nous élever. J'ai payé mes études en faisant des ménages, en gardant des enfants, en aidant des personnes âgées. Je n'ai rien à prouver à personne et certainement pas à quelqu'un qui n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. » Le visage de Camille devient cramoisi. Personne ne lui parle ainsi. Jamais. « Comment oses-tu ?»« Camille, ça suffit !» intervient enfin Alexandre, sa voix portant l'autorité qu'il pensait avoir perdue. Élise fait son travail. Très bien d'ailleurs. Si tu es venu pour autre chose que nous insulter, dis-le. Sinon, sors d'ici. Camille le fixe, incrédule. Dans toutes leurs années de mariage, il ne lui a jamais tenu tête. Pas une seule fois. Tu l'as défends, toi, l'homme qui ne remarquait même pas quand je changeais de coiffure? Je défends quelqu'un qui mérite d'être défendu. Camille attrape son sac Hermès d'un geste brusque. Très bien, on verra ce que les journaux penseront de cette situation, et le conseil d'administration aussi. Elle sort en claquant la porte. Le silence retombe, lourd, oppressant. Élise termine de ranger le matériel sans un mot. Alexandre la regarde, cherchant les bons mots. Mais elle parle en premier. Je vais chercher Chloé à l'école. Elle finit dans 1 heure. Élise, je suis désolé. Vous n'avez pas à l'être, monsieur Beaumont. Je suis habitué. Habitué à quoi? À ce que les gens comme elle pensent que les gens comme moi sont des opportunistes. C'est plus facile de nous mépriser que de reconnaître qu'on pourrait avoir de la valeur. Elle sort avant qu'il puisse répondre. Alexandre reste seul dans le salon, impuissant, furieux contre son corps qui refuse de bouger assez vite, contre Camille qui répand son poison, contre un monde qui juge les gens sur leur code postal. Dans le couloir, Chloé apparaît, son lapin gris dans les bras. Elle a entendu les cris. Ses grands yeux fixent son père. « Maman n'aime pas Élise? Ta maman ne comprend pas Élise. Moi je l'aime bien. Elle me fait des crêpes, et elle connaît toutes les histoires de princesses qui sauvent les princes. » Alexandre sourit malgré lui. Des princesses qui sauvent les princes? Oui. Elle dit que, dans les vraies histoires, tout le monde peut sauver tout le monde. C'est pas toujours le prince qui sauve la princesse. L'innocence de sa fille lui brise le cœur et le répare en même temps. Chloé s'approche et grimpe sur ses genoux avec précaution, comme elle l'a vu faire Élise, attentive à ne pas lui faire mal. « Papa, tu vas marcher bientôt ?»« J'espère, ma chérie. » Élise dit que tu vas y arriver. Et elle a toujours raison. Les murs de la demeure ont écouté. Ils ont entendu le mépris, la haine, les jugements. Mais ils ont aussi entendu quelque chose de plus fort, la foi d'une enfant et la détermination silencieuse d'une femme qui refuse de plier. La menace de Camille n'était pas vaine. 3 jours plus tard, l'article explose dans le journal People le plus lu de France. Le milliardaire blessé et sa nounou thérapeute, romance ou manipulation? Alexandre sur le tapis de yoga, Élise penchée sur lui, ses mains sur son dos. L'anglais suggestif, intimiste, trompeur. Le photographe était caché dans les jardins, embauché par quelqu'un qui connaissait les horaires des exercices. L'article ne contient aucune accusation directe, juste des insinuations habiles. Des sources anonymes parlent d'une proximité inappropriée, d'une jeune femme ambitieuse qui profite de la vulnérabilité d'un homme diminué. On mentionne le divorce en cours, les millions en jeu, la garde de Chloé qui pourrait être remise en question si Alexandre était jugé influencé de manière inappropriée. Le téléphone d'Alexandre n'arrête pas de sonner. D'abord ses avocats, paniqués, puis les membres du conseil d'administration de Beaumont Holdings, inquiets pour l'image de l'entreprise, puis les journalistes, affamés de détails croustillants. « Monsieur Beaumont », commence Maître Rousseau, son avocat principal, lors d'une vidéoconférence d'urgence. « Cette situation est délicate. Le Conseil estime que votre jugement pourrait être altéré par votre état de santé. Ils évoquent un retrait temporaire de vos fonctions. » Pardon?
Vous comprenez, dans votre condition actuelle avec ces rumeurs, l'image de la société est en jeu, les actionnaires sont nerveux. Alexandre sent la rage monter, pure et brûlante. Je dirige cette entreprise depuis 15 ans, j'ai triplé sa valeur, et maintenant, parce que quelqu'un m'aide à remarcher, je suis incompétent. Ce n'est pas ce que je dis, tempère l'avocat, mais les apparences sont une photo manipulée et des mensonges écrits par mon ex-femme. Justement, Madame Duret utilise cette situation pour remettre en question votre capacité à prendre soin de votre fille. Si vous êtes jugé vulnérable, sous influence. Sous influence de quoi? D'une femme qui essaie de m'aider à marcher. Le silence à l'autre bout de la ligne est éloquent. Alexandre raccroche brutalement. Le soir même, une réunion d'urgence du conseil d'administration a lieu sans lui. Une première dans l'histoire de Beaumont Holdings. Quand les résultats lui parviennent par email froid et impersonnel, il fixe l'écran avec incrédulité. Retrait temporaire des fonctions opérationnelles d'Alexandre Beaumont jusqu'à rétablissement complet. Nomination de Jean-Marc Valois comme CEO intérimaire. Valois, son rival de toujours au sein du conseil. L'homme qui lorgnait son poste depuis des années. Alexandre fait rouler son fauteuil jusqu'à la baie vitrée donnant sur Paris illuminée. La ville qu'il domine depuis tant d'années lui semble soudain étrangère, hostile. Il a construit un empire, mais l'empire ne lui appartient pas vraiment. Il n'était qu'un locataire temporaire du pouvoir, et à la première faiblesse, on l'évince. Il entend des pas légers dans le couloir. Élise. Il reconnaît son pas maintenant, différent du claquement sec des talons de Camille ou du frottement pesant des chaussures d'Henri. Elle s'arrête sur le seuil du bureau, hésitante pour la première fois depuis qu'elle travaille ici. « Je viens de voir l'article », dit-elle doucement. « Tout le monde l'a vu, apparemment. »« Monsieur Beaumont, c'est ma faute, coupe-t-il sèchement. J'aurais dû te protéger de ça. J'aurais dû savoir que Camille ferait tout pour me détruire. Vous ne pouviez pas savoir. »« Si !» crie-t-il en frappant la coudoir de son fauteuil. « Je connais cette femme depuis 15 ans. Je sais exactement de quoi elle est capable. Mais j'étais tellement concentré sur moi-même, sur mon corps qui ne fonctionne plus, sur mon orgueil, blessé que je ne t'ai pas protégé. » Élise entre dans le bureau, ferme la porte derrière elle. Elle s'approche de lui avec cette démarche calme qui l'apaise toujours. « Monsieur Beaumont, regardez-moi. » Il lève les yeux vers elle et ce qu'il voit dans son regard le surprend. Pas de la peur, pas de la colère, juste une tristesse tranquille et quelque chose qui ressemble à de la résignation. « Je vais démissionner, » dit-elle simplement. « Quoi? Non, c'est la seule solution. Tant que je suis ici, vous serez vulnérable. Votre ex-femme utilisera ma présence contre vous, le conseil d'administration aussi, vos avocats, tout le monde. Tu profites de ma faiblesse ?» hurle soudainement Alexandre, les mots jaillissant de sa bouche comme du venin. Élise recule d'un pas, comme giflée. Ses yeux se remplissent de larmes qu'elle refuse de laisser couler. « Vous croyez vraiment ça ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. Alexandre veut reprendre ses mots, les ravaler, mais l'orgueil et la douleur forment un nœud dans sa gorge. « Je ne sais plus ce que je crois, » dit-il finalement, la voix cassée. Élise hoche la tête lentement. Elle fouille dans la poche de son jean et en sort une enveloppe pliée. « J'ai écrit ma lettre de démission ce matin, après avoir vu l'article. Je savais que ça arriverait. Je l'ai toujours su. » Élise. « Non, monsieur Beaumont. J'essaie de vous rendre votre dignité depuis des semaines. Mais je réalise maintenant que personne ne peut rendre la dignité à quelqu'un d'autre. Vous devez la trouver vous-même. » Elle pose l'enveloppe sur le bureau et se dirige vers la porte. J'ai préparé un cahier avec tous les exercices. Les descriptions sont détaillées. N'importe quel kinésithérapeute qualifié pourra continuer. Et Chloé, prenez soin d'elle. Vraiment soin. Pas avec de l'argent ou des cadeaux. Avec votre présence. Reste, supplie Alexandre. Et le mot lui coûte plus qu'il ne l'aurait imaginé. Élise se retourne une dernière fois. Ses joues sont humides. Maintenant, mais son regard reste ferme. Je ne peux pas rester dans un endroit où ma simple existence fait du mal aux gens que j'essaie d'aider. Guérir ne suffit pas, monsieur Beaumont. Il faut apprendre à aimer. Et ça ne s'apprend pas avec des exercices. Elle sort. La porte se referme avec un clic doux qui résonne comme un coup de feu.
Alexandre reste immobile, fixant l'enveloppe blanche sur son bureau. Autour de lui, la demeure silencieuse semble soudain immense et vide. Pour la première, et une fois depuis l'accident, ce n'est pas ses jambes paralysées qui lui font le plus mal. C'est son cœur qui vient de comprendre, trop tard, ce qu'il était en train de perdre. Le lendemain matin, Élise arrive plus tôt que d'habitude. Le soleil n'a pas encore percé la brume matinale qui enveloppe Paris. Elle monte directement à la chambre de Chloé, évitant soigneusement le bureau où Alexandre a passé la nuit, incapable de dormir. La fillette dort encore, recroquevillée autour de son lapin gris. Élise s'assoit au bord du lit et caresse doucement les cheveux de l'enfant. Chloé ouvre les yeux, sourit en la voyant. « Bonjour Élise. Bonjour ma puce. Tu te souviens que je t'avais dit que parfois, les adultes doivent partir même quand ils ne veulent pas ?» Le sourire de Chloé s'évanouit. Ses yeux s'agrandissent, remplissent de larmes instantanément. « Non, tu pars pas, tu peux pas partir. Je dois, ma chérie. Mais ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. C'est parce que maman t'a fait du mal. J'ai entendu, elle crie toujours. » Élise sent sa gorge se serrer. Cet enfant de 5 ans comprend trop de choses. Elle a été forcée de grandir trop vite, témoin silencieux des guerres d'adultes qu'elle ne devrait jamais avoir à voir. Ta maman protège ce qu'elle pense être important. Parfois les adultes se trompent sur ce qui compte vraiment. Toi tu comptes. Papa va être triste. Ton papa est très fort. Il va s'en sortir. Mais qui va lui apprendre à marcher? Élise sourit, malgré les larmes qui menacent. Il sait déjà, au fond. Il a juste besoin de se souvenir qu'il en est capable. Elle serre Chloé dans ses bras, respire une dernière fois l'odeur de shampoing à la fraise et d'innocence. Puis elle se lève, arrange la chambre, avec les gestes précis qu'elle a répétés 100 fois. Elle plie les vêtements propres sur la commode, aligne les peluches sur l'étagère, redresse le cadre où Chloé a dessiné 3 personnages qui se tiennent la main. Sur la table de chevet, elle laisse une enveloppe rose avec le prénom de la fillette écrit en lettres rondes. À l'intérieur, une carte qu'elle a fabriquée elle-même avec du papier coloré et des paillettes. Un message simple: les princesses courageuses savent que dire au revoir n'est pas arrêter d'aimer. Je serai toujours avec toi, Élise. Dans le couloir, elle croise Henri qui transporte le plateau du petit déjeuner. Le majordome a un sourire satisfait qu'il ne prend même pas la peine de cacher. Mademoiselle Laurent quitte. Enfin la demeure? Oui, Henri, vous avez gagné. Je n'ai rien fait, j'ai simplement protégé les intérêts de cette famille. Vous avez protégé votre confort, c'est différent. Elle descend l'escalier de marbre pour la dernière fois. Chaque marche est un adieu. Au rez-de-chaussée, elle se dirige vers le grand salon où elle a passé tant d'heures à aider Alexandre. Le tapis de yoga est plié dans un coin. Les barres parallèles improvisées ont été démontées par Henri, probablement dès hier soir. Elle sort de son sac le cahier qu'elle a mentionné. Couverture cartonnée bleue, page noircie de son écriture soignée. Chaque exercice est décrit avec précision. Angle des jambes, durée, progression. Elle a même dessiné des schémas. Un kinésithérapeute professionnel pourrait continuer exactement où elle s'est arrêtée. Sur la première page, elle écrit quelques mots supplémentaires, sa main tremblant légèrement. Monsieur Beaumont, ces exercices vous aideront à remarcher, mais guérir ne suffit. Eh bah, il faut apprendre à aimer votre fille, votre vie, vous-même. Personne ne peut le faire à votre place. Je ne vous ai pas sauvé, vous devez vous sauver vous-même, avec tout mon respect, Élise Laurent. Elle pose le cahier sur la table basse, à côté de l'enveloppe officielle de démission. Puis elle fait le tour du salon, touchant du bout des doigts les surfaces froides, le marbre, le cristal, l'argent. Tout est magnifique et glacé. Une maison qui n'a jamais été un foyer. Ses affaires personnelles tiennent dans un petit sac à dos usé. Elle n'a jamais eu grand-chose ici. Quelques livres de physiothérapie, une brosse à dents, un pull de rechange. Elle voyage léger par nécessité, par habitude d'avoir toujours dû pouvoir partir rapidement. En passant devant le bureau, elle aperçoit Alexandre à travers la porte entr'ouverte. Il est affalé dans son fauteuil roulant, le regard perdu vers la fenêtre. Elle hésite. Une partie d'elle veut entrer,
lui dire quelque chose, n'importe quoi. Mais les mots qu'il a prononcés hier résonnent encore. Tu profites de ma faiblesse. Non, il doit faire ce chemin seul, maintenant. Elle traverse le hall d'entrée, passe devant les portraits d'ancêtres Beaumont qui la regardent de haut avec leurs cadres dorés et leurs expressions sévères. Elle ouvre la lourde porte d'entrée sculptée qui doit coûter plus cher que tout ce que sa famille a possédé en 3 générations. Le air frais du matin la frappe. Elle inspire profondément l'odeur de Paris au petit jour, café et pâtisserie des boulangeries qui ouvrent, essence et terre mouillée. Elle ne se retourne pas. Si elle se retourne, elle pourrait changer d'avis. Et elle sait que ce serait une erreur. Parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser tomber pour qu'il apprenne à se relever seul. Ses pas résonnent sur le gravier de l'allée. Derrière elle, la mansion reste silencieuse. Devant elle, le métro, son appartement minuscule, ses études, sa vraie vie. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Maintenant, c'est à Alexandre de choisir qui il veut devenir. Le portail se referme avec un claquement métallique définitif. Élise Laurent est partie, emportant avec elle le parfum de lavande et l'espoir qu'elle avait apporté sans le savoir. Les premiers jours sans Élise, Alexandre refuse de l'admettre, mais son corps régresse. Ses jambes, qui commençaient à répondre aux commandes, redeviennent lourdes, inutiles. Sans les exercices quotidiens, sans la présence obstinée de cette femme qui ne le laissait jamais abandonner, sa volonté s'effrite. Le kinésithérapeute professionnel que ses avocats ont embauché arrive le 3e jour. Monsieur Bertrand, 50 ans, diplôme prestigieux accroché dans son cabinet, méthode éprouvée et attitude clinique. Monsieur Beaumont, nous allons établir un protocole de rééducation adapté à votre condition, dit-il en consultant son dossier médical sur une tablette coûteuse. Faites ce que vous avez à faire. Les séances sont efficaces. Professionnelles, froides, Bertrand manipule ses jambes avec expertise, commente les progrès avec détachement scientifique. Mais il n'y a aucune chaleur, aucune conviction, aucune foi. C'est un travail. Alexandre est un patient parmi d'autres. Un cas clinique numéro 47B. Après une semaine, Alexandre annule les séances. Mais monsieur, votre récupération, je me débrouillerai seul. Bertrand hausse les épaules et part, probablement soulagé. Un client difficile de moins. Alexandre reste seul, avec le cahier bleu qu'Élise a laissé. Il l'ouvre, lit ses instructions précises, admire ses dessins maladroits mais clairs. Il essaie de suivre les exercices, mais sans elle, quelque chose manque, la discipline peut-être, ou le courage. C'est dans ce silence qu'il commence enfin à écouter, vraiment écouter, Pierre, le jardinier qui entretient les jardins depuis 15 ans, entre un matin pour tailler les rosiers visibles depuis le bureau. Alexandre, pour la première fois, engage une conversation. « Ça fait longtemps que vous travaillez ici ?» Pierre sursaute, surpris d'être adressé directement. « 15 ans, monsieur. Vous avez une famille, 3 enfants. 2 sont à l'université, le dernier termine le lycée. Vous les voyez souvent ? Tous les soirs, monsieur. On dîne ensemble, même si je rentre tard. Ma femme insiste. Alexandre hoche la tête. Cet homme qui gagne le salaire minimum voit ses enfants tous les soirs. Lui qui possède des millions a à peine vu sa fille grandir. Lucie, la nouvelle femme de chambre embauchée pour remplacer Sophie, apporte le thé de l'après-midi. Alexandre remarque son ventre arrondi. « Vous êtes enceinte ?» Lucie rougit, surprise qu'il l'ait remarqué. « Oui, monsieur, de 6 mois. C'est votre premier ? Le 2e. J'ai un garçon de 3 ans. Vous allez prendre un congé maternité ? Je ne peux pas me le permettre, monsieur. Le père est parti. C'est mon salaire ou rien. » Alexandre est frappé par la simplicité brutale de sa réponse. Elle n'a pas le luxe de ses problèmes. Sa survie dépend de chaque euro gagné. Vous aurez votre congé. Payé. 3 mois. Lucie le fixe, bouche ouverte. Monsieur, et une prime pour le bébé. Vous en informerez Henri. Elle part en murmurant des remerciements incrédules. Alexandre se demande pourquoi il n'a jamais pensé à ça avant. Ces gens travaillent pour lui depuis des années, et il ne connaît même pas leur prénom, leur vie, leur lutte. Midi, il entend Marcel, le chauffeur, et parler au téléphone dans le garage. « Oui, maman, je passerai ce week-end. »« Non,
Ne t'inquiète pas pour l'argent du traitement, je me débrouillerai. L'assurance ne couvre pas tout, mais... Oui, je t'aime aussi. Alexandre fait rouler son fauteuil jusqu'au garage. Marcel raccroche précipitamment en le voyant. « Monsieur Beaumont, je ne vous avais pas entendu. Votre mère est malade ?» Marcel hésite, mal à l'aise. « Cancer, monsieur. Stade 3. Les traitements sont coûteux. »« Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?»« Ce ne sont pas vos problèmes, monsieur. » Mais c'est là qu'Alexandre réalise l'ampleur de sa cécité. Ces gens qui le servent, qui font tourner sa vie, portent tous des fardeaux invisibles. Et lui, avec ses millions, n'a jamais pensé à regarder. Il passe ses soirées dans le grand salon désert, le cahier d'Élise ouvert devant lui. Chaque page est un reproche silencieux. Elle a écrit ça pour lui, avec patience, avec espoir, et il l'a chassé. Une nuit, incapable de dormir, il lit et relit le message de la première page. « Je ne vous ai pas sauvé, vous devez vous sauver vous-même. » Les mots résonnent comme une condamnation et une libération à la fois. Il ferme les yeux. Dans l'obscurité de la demeure immense, il entend enfin le silence. Non pas le silence de la solitude qu'il connaît depuis toujours, mais le silence de l'absence. L'absence d'Élise, de sa voix calme, de son parfum de lavande, de sa présence qui remplissait les pièces vides. L'absence de Chloé aussi, qui passe maintenant plus de temps chez Camille selon les nouvelles dispositions du juge. Sa fille lui manque d'une façon qu'il n'aurait jamais cru possible. Le marbre sous ses mains est froid. Il l'a toujours été. Mais il n'avait jamais réalisé à quel point jusqu'à ce qu'il connaisse la chaleur. Alexandre Beaumont, l'homme qui possédait tout, comprend enfin qu'il n'avait rien, et que le rien pèse infiniment plus lourd que tous les millions du monde. Quelque chose en lui craque, pas dramatiquement, pas en un instant de révélation cinématographique, juste lentement, comme une glace qui fond sous le soleil de printemps. L'homme de marbre commence enfin à fondre. Et dans cette fonte, dans cette liquéfaction de son orgueil fossilisé, quelque chose d'autre émerge, quelque chose de fragile, de maladroit, de terriblement humain. La volonté de changer, pas pour reconquérir son pouvoir, pas pour prouver quelque chose à Camille ou au conseil d'administration, même pour Chloé, et peut-être, s'il a la chance, pour avoir une chance de revoir un jour le sourire patient d'une femme qui sentait la lavande et qui croyait en lui quand personne d'autre ne le faisait. 3 semaines après le départ d'Élise, Paris vibre sous un soleil printanier inhabituel pour la saison. Le Palais des Congrès accueille la conférence nationale sur la réhabilitation et l'accessibilité, un événement annuel qui rassemble médecins, chercheurs, politiciens et associations caritatives. Personne ne s'attend à voir Alexandre Beaumont. Quand sa Mercedes noire s'arrête devant l'entrée principale, un murmure parcourt la foule de journalistes et de curieux. L'homme qui en descend n'est pas celui qu'ils ont l'habitude de voir dans les pages économiques. Costume sobre gris anthracite, pas de cravate Hermès, pas de montre Patek Philippe. Et surtout, il marche. Lentement, appuyé sur une canne élégante en bois d'ébène, mais il marche. Chaque pas est mesuré, calculé, douloureux. La foule retient son souffle. Les caméras se mettent en marche. Alexandre progresse vers le podium installé sur le parvis pour l'occasion. Derrière lui, pas de secrétaire, pas d'assistant, pas de garde du corps, juste lui et sa canne. Le directeur de la conférence, Dr Arnaud Mercier, l'accueille avec surprise et respect. « Monsieur Beaumont, c'est un honneur inattendu. Nous ne savions pas que vous... » « Je sais. C'est une décision récente. On lui offre une chaise. Il refuse d'un geste de la main et reste debout, face aux micros et aux objectifs. La lumière du soleil le fait plisser les yeux, mais il ne détourne pas le regard. « Mesdames et messieurs, commence-t-il, la voix claire malgré la nervosité qui nous s'étripe. Il y a 2 mois, j'ai eu un accident qui aurait dû me tuer. Il m'a seulement paralysé. À l'époque, j'ai pensé que c'était pire que la mort. Un silence absolu. Même les journalistes cessent de griffonner. J'ai découvert quelque chose durant ma convalescence. Ma guérison n'est pas un miracle médical. C'est un miracle humain. Une jeune femme, étudiante en physiothérapie et nounou, m'a aidé à remarcher quand tous les spécialistes les plus chers de Paris me disaient d'être patient, d'attendre, de ne pas forcer.
Il marque une pause, laissant ses mots résonner. Elle s'appelle Élise Laurent. Elle vient d'Argenteuil. Elle a payé ses études en faisant des ménages et en s'occupant de personnes âgées. Elle n'a aucun diplôme prestigieux, aucun cabinet luxueux, aucune reconnaissance officielle. Mais elle possède quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la foi en l'humanité. Les caméras tournent. Alexandre sent la sueur perler dans son dos, mais continue. Cette femme a été vilipendée dans la presse, accusée d'être une opportuniste, une manipulatrice. Tout ça parce qu'elle a osé toucher un homme riche, parce qu'elle a franchi une barrière invisible que notre société a construite entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Il voit des visages dans la foule qui hochent la tête, d'autres qui froncent les sourcils. J'ai été aveugle toute ma vie, aveugle à la souffrance des gens qui travaillaient pour moi, aveugle aux luttes de ceux qui n'avaient pas eu ma chance de naître dans le bon quartier, la bonne famille. Ma paralysie m'a forcé à voir, et ce que j'ai vu m'a fait honte. Un journaliste lève la main. Alexandre l'ignore et poursuit. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la création de la Fondation Élise Laurent, dédiée au financement de bourses d'études. Elle pour de jeunes soignants issus de milieux défavorisés, kinésithérapeutes, infirmiers, aides-soignants, tous ceux qui choisissent de soigner plutôt que de s'enrichir méritent notre soutien. Des applaudissements éclatent, d'abord timides, puis de plus en plus nourris. Cette fondation recevra un capital initial de 50 millions d'euros prélevés sur ma fortune personnelle. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. C'est reconnaître que la dignité ne se mesure pas au compte en banque et que parfois, les mains les plus capables de soigner sont celles qui ont connu la douleur. Il chancelle légèrement. La fatigue commence à peser, mais il se redresse, s'appuyant fermement sur sa canne. On m'a retiré mes fonctions opérationnelles chez Beaumont Holdings parce que mon jugement était supposément altéré. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que pour la première fois de ma vie, je vois clairement. Et ce que je vois, c'est que j'ai construit un empire sur du marbre froid alors que j'aurais dû construire un foyer sur de la chaleur humaine. Il cherche des yeux dans la foule, comme s'il espérait y trouver un visage familier. Mais Élise n'est pas là. Bien sûr qu'elle n'est pas là. Pourquoi serait-elle là? Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est ceci. Élise, si tu m'entends, je suis désolé, tu avais raison. Guérir ne suffit pas. Il faut apprendre à aimer. Et je suis en train d'apprendre. Il quitte le podium sous les flashs des appareils photo et le bourdonnement des questions lancées par les journalistes. Dr Mercier l'accompagne jusqu'à sa voiture, visiblement ému. Monsieur Beaumont, c'était extraordinaire. C'était nécessaire. Dans la voiture qui le ramène, Alexandre ferme les yeux. Il a fait ce qu'il devait faire. Pas pour se racheter aux yeux du public. Pas pour reconquérir son pouvoir. Pour honorer la mémoire de quelqu'un qui croyait encore que les êtres humains pouvaient changer. Le soir même, l'interview fait le tour des chaînes d'information. Les réseaux sociaux explosent. Certains applaudissent son courage, d'autres crient à la manipulation, à l'opération de communication. Camille donne une interview assassine où elle le traite de fou sénile. Alexandre s'en fiche. Pour la première fois depuis des années, l'opinion publique lui importe moins que sa propre conscience. Dans son bureau, il regarde le cahier bleu d'Élise, ouvert à la page des exercices avancés. Demain, il recommencera. Pas parce qu'un kinésithérapeute lui dit, parce qu'il le veut, parce qu'il doit pouvoir marcher seul avant d'avoir le droit de demander à quelqu'un de marcher à ses côtés. La cafétéria où Élise déjeune entre deux cours sent le café brûlé et la friture. Les tables en formica sont griffées, les chaises bancales. Rien à voir avec les salons dorés de la demeure Beaumont. Pourtant, elle s'y sent plus chez elle qu'elle ne s'y est jamais sentie là-bas. Elle partage une table avec deux amis de l'université, Mélissa et Karim, qui étudient aussi la physiothérapie. Ils discutent d'un examen à venir quand Mélissa lève soudainement les yeux vers l'écran de télévision accroché au mur. « Élise, c'est pas ton ancien patron ?» Élise suit son regard. Alexandre est à l'écran, debout, derrière un podium, marchant avec une canne. Elle se fige, la fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Le son de la télévision est faible, mais elle entend des bribes.
Miracle humain. Élise Laurent. Fondation. Son cœur cogne si fort qu'elle a l'impression que tout le monde peut l'entendre. « C'est toi !» s'exclame Karim en lisant les sous-titres. « Il a créé une fondation à ton nom. »« Quoi ?»« Non, c'est... » Mais les mots meurent dans sa gorge. Alexandre parle d'elle, devant le monde entier. Il la défend, la nomme, honore son travail. 50 millions d'euros, une fondation, à son nom. Les autres étudiants de la cafétéria commencent à se retourner, à murmurer, à la pointer du doigt. Élise sent le sol se dérober sous ses pieds. « Je dois en sortir !» Elle attrape son sac et fuit presque, laissant son plateau à moitié plein. Dehors, l'air frais de Paris la gifle. Elle s'appuie contre le mur de briques de l'université, essayant de reprendre sa respiration. Son téléphone vibre, message de numéros inconnus, demande d'interview. Un journaliste a déjà trouvé son numéro. Comment? Elle bloque, efface, bloque encore. Mélissa sort de la cafétéria et la rejoint. « Élise, ça va? Je ne sais pas. Pourquoi il a fait ça? Peut-être parce que... T'as changé sa vie? Je l'ai juste aidé à faire des exercices. C'est tout. » Mélissa pose une main sur son épaule. « Tu es la seule à penser que c'est tout. Les jours suivants sont un tourbillon. L'histoire devient virale. Les médias sociaux la transforment en héroïne moderne, la Cendrillon des temps modernes, la fille de banlieue qui a sauvé le prince milliardaire. Elle déteste chaque seconde de cette attention. Elle refuse toutes les interviews, tous les appels. Elle veut juste reprendre sa vie normale. Mais le normal n'existe plus. Une semaine après le discours, un samedi matin, elle est dans sa chambre minuscule de la résidence universitaire quand on frappe à la porte. Elle ouvre, s'attendant à Mélissa. C'est une femme élégante d'une 50aine d'années, tailleur impeccable, mallette en cuir. « Mademoiselle Laurent, je suis maître Sophie Durand, avocate. Monsieur Beaumont m'envoie pour vous proposer un poste. Je ne veux rien de lui. Je comprends votre réticence, mais je vous demande simplement d'écouter. » Élise hésite, puis s'efface pour la laisser entrer. La chambre fait à peine 10 mètres carrés. Un lit simple, un bureau encombré de livres, une fenêtre qui donne sur une cour intérieure grise. L'avocate jette un coup d'œil autour d'elle sans commentaire, mais son regard en dit long. Monsieur Beaumont souhaite vous offrir la direction de la clinique que la Fondation Élise Laurent va ouvrir dans le 13e arrondissement. Salaire conséquent, logement de... ou fonction, équipe à constituer selon vos critères. Je n'ai même pas fini mes études, vous les finirez. La Fondation financera votre formation complète, y compris un master si vous le souhaitez. Vous commencerez en tant que directrice adjointe, sous supervision, jusqu'à l'obtention de tous vos diplômes. Élise secoue la tête. C'est absurde. Je ne peux pas... Pourquoi pas? Parce que je ne suis personne. Je suis juste une étudiante qui essayait de faire son travail correctement. Vous êtes... quelqu'un qui a réussi là où des professionnels expérimentés ont échoué. Monsieur Beaumont marche. Il ne devrait pas. Les médecins lui donnaient 6 mois de rééducation minimum. Il a marché en 3 semaines grâce à vous. Grâce à lui, j'ai juste guidé. Maître Durand sort une enveloppe de sa mallette. Voici le contrat. Vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant. Prenez le temps d'y réfléchir. Mais sachez que ce n'est pas de la charité, mademoiselle Laurent. Monsieur Beaumont ne croit plus à la charité. Il croit au mérite. Et vous le méritez, l'avocate part, laissant l'enveloppe sur le bureau minuscule. Élise la fixe comme si c'était une bombe prête à exploser. Elle passe la journée entière à tourner en rond dans sa chambre. Elle ouvre l'enveloppe, lit le contrat. Les chiffres la font trembler. Le salaire proposé représente 10 fois ce qu'elle gagne actuellement avec tous ses petits boulots combinés. Le logement de fonction est un appartement de 4 pièces dans le 14e arrondissement. Mais ce n'est pas l'argent qui la trouble, c'est le nom de la fondation, son nom, comme si elle était quelqu'un d'important, quelqu'un qui compte, quelqu'un dont on se souvient. Le dimanche soir, elle prend le métro jusqu'à Argenteuil. Sa mère, Françoise, l'accueille dans le petit appartement où elle a grandi. Odeur de pot-au-feu et de lessive, plantes vertes sur le rebord des fenêtres, photos d'enfance sur les murs. « Maman, j'ai besoin de conseils. » Françoise. 52 ans mais paraissant 10 de plus, à cause des années de travail difficiles, écoute toute l'histoire en silence. Puis,
Elle prend les mains de sa fille dans les siennes, rugueuse et abîmée. « Ma chérie, toute ta vie tu as aidé les autres. Ta grand-mère, tes frères, moi quand j'étais trop fatigué, tu as payé tes études avec ton sueur. Tu n'as jamais rien demandé à personne. Peut-être que pour une fois, tu peux accepter que quelqu'un reconnaisse ta valeur. Mais, et s'il fait ça par culpabilité, par pitié? S'il le faisait par pitié, il te donnerait de l'argent. Là, il te donne une responsabilité. C'est différent. Il te fait confiance. » Ces mots résonnent en Élise toute la nuit. La confiance, c'est ce qu'elle cherchait depuis toujours. Pas l'admiration, pas la reconnaissance publique, juste la confiance. Le lundi matin, elle appelle Maître Durand. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Je viens en tant que professionnel, pas en tant qu'ex-nounou, pas en tant que quoi que les gens pensent que je suis pour Monsieur Beaumont. Je dirige cette clinique parce que je suis compétente, pas parce qu'il se sent coupable. Je lui transmettrai. 3 jours plus tard, une voiture vient la chercher. Pas une Mercedes, une simple Peugeot noire. Le chauffeur est courtois mais distant. Il roule vers le sud de Paris. La voiture s'arrête devant un petit immeuble de 3 étages dans une rue calme du 14e. Rien d'ostentatoire, pas de marbre, pas de dorure. Juste de la pierre parisienne propre et une porte bleue fraîchement peinte. Elle descend, le cœur battant. Et là, appuyé sur sa canne devant l'entrée de l'immeuble, il y a Alexandre Beaumont, pas en costume 3 pièces, en jean et pull simple, les cheveux moins bien coiffés, l'air fatigué mais déterminé. Leurs regards se croisent pour la première fois depuis 3 semaines. Élise s'arrête à 3 mètres de lui, incapable d'avancer. Monsieur Beaumont, Élise. Le silence s'étire, lourd de tous, les mots non dits. « Je ne suis pas venu pour te ramener, dit-il enfin. Je suis venu pour m'excuser. Vous n'avez pas... » Si, j'ai dit des choses impardonnables. Tu essayais de m'aider et je t'ai accusé de profiter de moi. C'était faux, lâche et cruel. Élise sent sa gorge se serrer. Vous étiez blessé. Les gens blessés disent des choses qu'ils ne pensent pas. Non, je les pensais, à ce moment-là. C'est ça le pire. Mon orgueil m'aveuglait tellement que je croyais vraiment que personne ne... Et pouvait m'aider sans arrière-pensée. Il fait un pas vers elle, chaque mouvement coûtant visiblement un effort. Mais tu avais raison. Guérir ne suffisait pas. Il fallait que j'apprenne. Et j'apprends. Lentement, maladroitement, mais j'apprends. Élise essuie discrètement une larme. Pourquoi vous faites tout ça? La fondation, la clinique. Parce que tu m'as montré qu'on peut croire en quelqu'un sans rien attendre en retour. Maintenant, c'est mon tour de croire en toi. Il lui tend une enveloppe, pas le contrat, une lettre manuscrite sur du papier simple. C'est une vraie offre professionnelle, pas un cadeau empoisonné. Tu dirigeras cette clinique parce que tu es la meilleure personne pour le faire. Si tu acceptes, on travaillera ensemble, mais tu seras la patronne. Je ne serai que l'investisseur qui fait des virements. Élise prend la lettre, leurs doigts se frôlant brièvement. Et si je refuse? Alors quelqu'un d'autre dirigera la clinique, mais ce ne sera jamais aussi... Bien. Elle ouvre la lettre, lit les mots soigneusement écrits. Pas un discours pompeux. Juste des mots simples, honnêtes, qui reconnaissent sa valeur, son talent, son humanité. Elle relève les yeux vers lui. Je viens en tant que professionnelle, pas en tant qu'amoureuse. Alexandre sourit. Un vrai sourire qui illumine son visage fatigué. Je ne demande rien d'autre, pour l'instant. Pour l'instant, on verra. Si un jour tu changes d'avis, je serai là. Si tu ne changes jamais d'avis, je serai quand même là. Parce que certaines personnes méritent qu'on les attende. Élise sent quelque chose se briser en elle. Toutes les défenses qu'elle avait construites, toutes les raisons qu'elle s'était données de rester loin. Elle s'effrite comme du sable. Mais elle ne dit rien. Pas encore. « Montrez-moi la clinique », dit-elle simplement. Alexandre hoche la tête et ouvre la porte bleue. Ensemble, en prenant leur temps, ils entrent dans le bâtiment qui portera le nom d'Élise Laurent. Et pour la première fois depuis des semaines, le parfum de lavande remplit à nouveau l'espace autour d'Alexandre Beaumont. Les mois passent comme les saisons changent à Paris. L'été brûlant cède la place à l'automne doré, puis à l'hiver doux.
La maison Lavande, ainsi nommée par Élise elle-même, ouvre ses portes en septembre. Le bâtiment transformé accueille une dizaine de patients par jour. Pas les riches qui peuvent se payer des cliniques privées luxueuses. Non, les gens ordinaires, ceux qui ont été blessés au travail, les personnes âgées dont les pensions ne couvrent pas les soins, les jeunes accidentés qui n'ont pas d'assurance complète. Élise dirige l'équipe avec une assurance tranquille qui surprend même Alexandre. Elle a embauché 3 kinésithérapeutes, 2 infirmières et une secrétaire médicale. Tous viennent de milieux modestes. Tous ont quelque chose à prouver. Alexandre vient chaque semaine, jamais à l'improviste, toujours sur rendez-vous. Il ne joue pas au patron. Il aide à repeindre les murs, à monter les équipements, à décharger les livraisons. La première fois qu'Élise le voit en salopette, tenant un rouleau de peinture, elle ne peut s'empêcher de sourire. « Quoi ?» demande-t-il, une trace de peinture blanche sur la joue. « Rien, c'est juste que je n'imaginais pas Alexandre Beaumont en train de peindre des murs. Moi non plus il y a 6 mois, leur relation est étrange, inclassable. Ils ne sont pas amis, pas collègues, pas amants. Quelque chose entre tout ça. Une complicité prudente, tissée de respect mutuel et de blessures encore fraîches. Midi d'octobre, Alexandre arrive à la clinique avec Chloé. La fillette a grandi. Ses cheveux sont plus longs, attachés en 2 couettes. Elle tient toujours son lapin gris, mais il est maintenant propre, réparé, presque neuf. « Élise !» crie-t-elle en courant vers elle. Élise s'agenouille, ouvre les bras. Chloé s'y jette avec la force d'un petit boulet de canon. Alexandre observe la scène depuis le seuil. Quelque chose de doux et de douloureux traversant son visage. « Tu m'as manqué », dit Chloé contre l'épaule d'Élise. « Toi aussi, ma puce. Maman dit que tu es une voleuse. » Le silence qui suit est glacial. Alexandre s'avance rapidement. « Chloé, ce n'est pas... Mais papa dit que tu es une héroïne. Alors j'ai décidé que papa a raison, parce que les héros sentent bon la lavande. » Élise éclate de rire malgré les larmes qui menacent. Elle serre la fillette plus fort. « Tu es une enfant très sage. Je sais, papa me le dit tout le temps maintenant. Avant il le disait jamais. » Alexandre rougit légèrement. Élise lève les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des mois, leur regard se tient vraiment. Pas celui du patron et de l'employé, pas celui du patient et de la soignante. Quelque chose de plus profond, de plus risqué. Les jours deviennent des semaines. La routine s'installe à la maison Lavande. Élise découvre qu'elle aime diriger, prendre des décisions, voir les patients progresser. Une femme de 70 ans qui arrive en fauteuil roulant repart en marchant 3 mois plus tard. Un jeune ouvrier blessé sur un chantier retrouve l'usage complet de son bras. Des petites victoires qui valent tous les millions du monde. Alexandre, lui, apprend une autre forme de richesse, celle de l'utilité. Il ne se contente pas de financer. Il écoute les histoires des patients, aide à porter des équipements lourds, joue avec les enfants dans la salle d'attente. Les gens ne savent pas toujours qui il guest. Quand ils l'apprennent, certains sont intimidés. D'autres, plus sages, s'en fichent complètement. Un soir de novembre, une pluie froide frappe Paris. La clinique ferme à 19h. Élise termine ses notes dans son bureau quand Alexandre frappe à la porte. « Je peux entrer ?» « Bien sûr. » Il s'assoit dans le fauteuil réservé aux visiteurs. Il n'utilise plus sa canne tous les jours maintenant, seulement quand il est très fatigué ou quand le temps est humide. « Tu fais un travail incroyable. »« Ici, dit-il, nous faisons un travail incroyable. C'est une équipe. Tu vois, même ça, tu ne peux pas l'accepter. Un compliment. » Élise sourit malgré elle. « J'ai été élevé à me méfier des compliments. Ils précèdent souvent une demande. » Pas de demande, juste un constat. Il reste silencieux un moment, écoutant la pluie marteler les fenêtres. C'est un silence confortable maintenant. Plus besoin de toujours remplir l'espace avec des mots. « Tu me manques » dit soudainement Alexandre. Élise se fige, la main suspendue au-dessus de son clavier. « Monsieur Beaumont ?»« Alexandre. Appelle-moi Alexandre. On a passé ce stade, non ?»« Alexandre, » soupire-t-elle. On a parlé de ça. Je sais. Professionnalisme, respect, distance. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que la vie est trop courte pour toujours faire ce qui est raisonnable, et trop longue pour faire des erreurs qu'on regrettera.
Il hoche la tête, acceptant la réponse même si elle lui déchire le cœur. Je respecterai tes limites. Je voulais juste que tu saches. Au cas où. Au cas où quoi? Au cas où un jour, tu changerais d'avis. Il se lève, se dirige vers la porte, puis il se retourne une dernière fois. Et Élise, même si tu ne changes jamais d'avis, ça ne changera rien. Tu auras toujours ma confiance, mon respect et mon soutien, inconditionnellement. Il sort avant qu'elle puisse répondre. Élise reste seule dans son bureau, fixant la porte fermée, le cœur battant à tout rompre. Elle sait qu'elle devrait maintenir la distance. C'est raisonnable, professionnel, sûr, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se demande si elle veut vraiment être raisonnable. Un mois plus tard, un mardi glacial de décembre, Alexandre arrive à la clinique avec une urgence inhabituelle. Il trouve Élise dans la salle de rééducation, guidant un patient à travers des exercices d'équilibre. « Élise, j'ai besoin de toi. » Le ton de sa voix la fait se retourner immédiatement. Il est pâle, tendu. « Qu'est-ce qui se passe ?» C'est Marcel, mon chauffeur. Il a glissé sur du verglas ce matin, fracture complexe du bassin. Il est à l'hôpital Saint-Antoine. Sa famille est avec lui, mais ils n'ont personne pour les conseiller sur la rééducation. Je me suis dit que toi... Élise n'hésite pas une seconde. Elle confie son patient à un collègue, attrape son manteau. Allons-y. Dans la voiture qui les conduit à l'hôpital, Alexandre lui explique la situation. Marcel, qui l'a conduit pendant 10 ans, qui n'a jamais demandé quoi que ce soit, est maintenant dans une chambre d'hôpital, terrorisé à l'idée de ne plus pouvoir marcher. Sa mère vient juste de finir sa chimiothérapie. Il est son seul soutien. S'il ne peut plus travailler, il pourra travailler. Coupe Élise avec cette assurance qu'il a appris à reconnaître. On va s'en assurer. À l'hôpital, il trouve Marcel dans une chambre partagée, entouré de sa mère et de ses 2 sœurs. Quand Alexandre entre, le chauffeur essaie de se redresser, gêné. « Monsieur Beaumont, vous n'auriez pas dû... »« Tais-toi, Marcel. Tu m'as conduit partout pendant 10 ans, tu crois que je n'allais pas venir ?» Élise s'approche du lit, consulte le dossier médical avec l'autorisation de Marcel. Elle pose des questions précises au chirurgien de garde, examine les radios, évalue les dégâts. « C'est gérable, » dit-elle enfin. « Difficile, mais gérable. Avec une rééducation intensive et régulière, tu marcheras dans 4 mois, 6 maximum. Je n'ai pas les moyens pour... La maison Lavande prend en charge ta rééducation complète, gratuitement, et ton salaire continue d'être versé jusqu'à ta reprise. » Marcel regarde Alexandre, incrédule. « Monsieur, ce n'est pas de la charité, Marcel. C'est de la reconnaissance. Tu as été fidèle pendant 10 ans. À mon tour, la mère de Marcel, une femme frêle avec un foulard couvrant sa tête encore chauve de la chimiothérapie, prend la main d'Alexandre. « Que Dieu vous bénisse, monsieur. » En sortant de l'hôpital, la nuit est tombée. Paris scintille sous les lumières de Noël qui commencent à orner les rues. Alexandre et Élise marchent côte à côte vers la voiture, leur respiration formant de petits nuages dans l'air glacé. « Merci d'être venu, » dit Alexandre. « Tu n'as pas à me remercier, c'était la bonne chose à faire. Tu vois, c'est pour ça que je... » Il s'arrête, se mord la lèvre. « C'est pour ça que tu quoi ?» Alexandre s'arrête au milieu du trottoir. Les passants les contournent, pressés de rentrer chez eux. Lui reste immobile, la regardant avec une intensité qui la fait frissonner. « C'est pour ça que je t'aime. » Les mots flottent entre eux comme des flocons de neige. Élise ne dit rien. Elle ne peut pas. Son cœur cogne trop fort, sa gorge est trop serrée. « Je sais que ce n'est pas le moment, » continue Alexandre doucement. « Je sais que tu veux garder les choses professionnelles, mais je ne peux plus faire semblant. Je t'aime, Élise. Pas parce que tu m'as aidé à marcher, pas par gratitude ou par nos culpabilités. Je t'aime parce que tu m'as appris ce que signifie vraiment être humain. Alexandre, tu n'as pas à répondre. Je voulais juste que tu saches. Maintenant c'est dit. On peut continuer comme avant si tu veux. Mais au moins, c'est honnête. » Il fait un pas vers elle, lève doucement la main, hésite, puis recule. « On rentre ?» Élise hoche la tête, incapable de former des mots. Dans la voiture qui les ramène, le silence est lourd de tout ce qui n'a pas été dit. Mais quand Alexandre la
dépose devant son immeuble, juste avant qu'elle ne descende, elle se tourne vers lui. « Alexandre, oui, laisse-moi du temps. Juste, un peu de temps. » Il sourit, un sourire si doux qu'elle sent son cœur fondre, malgré toutes ses résolutions. « J'ai tout le temps du monde. » 1 an après l'ouverture de la Maison Lavande, la clinique est devenue une référence. Les médias en parlent comme d'un modèle de soins accessible et humain. D'autres villes contactent la Fondation pour ouvrir des antennes similaires. Élise a terminé son master en physiothérapie avec mention. Elle ne ressemble plus à la jeune étudiante timide qui gardait Chloé pour payer ses études. Elle est devenue une femme sûre d'elle, respectée, écoutée. Alexandre, lui, a repris progressivement ses fonctions chez Beaumont Holdings. Mais il n'est plus le même homme. Les réunions interminables l'ennuient. Les jeux de pouvoir lui semblent futiles. Il délègue de plus en plus, préférant consacrer son temps à la fondation et aussi à projets sociaux. Et à Chloé, surtout à Chloé. La fillette passe maintenant autant de temps avec lui qu'avec Camille. Le juge a révisé la garde après avoir constaté le changement radical d'Alexandre. Il déjeune avec sa fille tous les mercredis, l'aide à faire ses devoirs, l'emmène au parc, au musée, au cinéma, des choses simples que n'importe quel parent fait, mais qu'il n'avait jamais eu l'idée de faire avant. Un soir de printemps, 1 an presque jour pour jour après sa chute sur le marbre, Alexandre organise une petite fête à la Maison Lavande pour célébrer l'anniversaire de la clinique. Pas de champagne à 1 000 €, pas de traiteur étoilé, juste des pizzas, du vin ordinaire et tous les patients et employés réunis dans la salle commune. Élise circule parmi les invités, souriant, plaisantant, recevant les remerciements avec grâce. Alexandre l'observe depuis l'autre bout de la pièce. Elle porte une robe simple couleur lavande qui lui va à merveille. Ses cheveux sont détachés et tombant sur ses épaules. Elle est belle d'une beauté naturelle qui n'a besoin d'aucun artifice. Chloé tire sur sa manche. « Papa, pourquoi tu regardes Élise comme ça? Comme quoi? Comme dans les dessins animés quand le prince regarde la princesse. » Alexandre rit doucement. « C'est si évident, très évident. Maman dit que tu es devenu stupide d'amour. Mais moi, je trouve ça bien. »« Ah oui? Pourquoi? » ?»« Parce que quand tu regardes Élise comme ça, tu souris. Et avant, tu souriais jamais. » Les mots de sa fille le frappent en plein cœur. Il ne souriait jamais. C'est vrai. Quand était la dernière fois qu'il avait été vraiment heureux avant l'accident? Il ne s'en souvient pas. La fête se termine tard. Les derniers invités partent vers 22 heures. Élise commence à ranger, mais Alexandre l'arrête. « Laisse, on s'en occupera demain. Tu es sûr. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. » Il la guide vers le toit de l'immeuble, accessible par un escalier étroit. Là-haut, Paris s'étend devant eux, illuminée et vivante. La tour Eiffel scintille au loin, les toits d'ardoise brillent sous la lune. « C'est magnifique, » souffle Élise. « Je viens ici parfois, quand j'ai besoin de réfléchir. » Il s'assoit sur un banc qu'Alexandre a installé là, côte à côte, leurs épaules se touchant presque. « Tu te souviens du premier jour ?» demande Alexandre après un long silence. « Lequel ? Celui où tu es tombé ou celui où je suis revenu ? Le premier. Quand je t'ai crié que je n'avais pas besoin de ton aide. » Élise sourit. « Comment pourrais-je oublier? Tu étais tellement en colère, tellement fière, tellement stupide, corrige-t-il. Si tu m'avais écouté, si tu avais respecté mon orgueil idiot, je serais probablement encore dans un fauteuil roulant aujourd'hui. Ou pire, tu t'en serais sorti. Tu es fort. Non, j'étais faible. Je me cachais derrière mon argent, mon pouvoir, mes murs de marbre. Toi, tu as vu à travers tout ça. Tu as vu l'homme brisé en dessous, et tu ne t'es pas détourné. » Élise se tourne vers lui. Leurs visages sont si proches qu'elle peut voir les petites rides au coin de ses yeux, les cicatrices invisibles que la vie a laissées. Je voyais surtout un homme qui avait oublié comment demander de l'aide. Ça me rendait triste. Tu m'as rendu mon humanité. Comment je suis censé ne pas tomber amoureux de toi? Le mot flotte entre eux, fragile et puissant. Alexandre, je sais, tu as besoin de temps. Tu l'as dit, et je t'ai donné du temps. 1 an. Alors,
Maintenant, je te pose la question clairement. Est-ce que tu ressens quelque chose pour moi? Parce que si la réponse est non, je ferai mon deuil, et on continuera en tant que collègues. Mais si la réponse est oui, il laisse la phrase en suspens. Élise ferme les yeux, respire profondément l'air frais de la nuit. Quand elle les rouvre, sa décision est prise. Oui, murmure-t-elle, je ressens quelque chose. Je l'ai ressenti depuis longtemps, mais j'avais peur. Peur de quoi? Peur que ce ne soit pas réel, que tu confondes gratitude avec amour, peur que le monde nous juge, peur que ça gâche tout ce qu'on a construit. Alexandre prend doucement sa main. Ses doigts s'entrelacent avec les siens, paume calleuse contre paume douce. Le monde nous jugera quoi qu'on fasse. Camille dira que tu es une opportuniste. La presse inventera des histoires, mais je m'en fiche. La seule chose qui compte, c'est ce que nous savons être vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? Que tu m'as sauvé, pas physiquement, moralement. Tu m'as montré qu'on peut être riche sans être vide, puissant sans être cruel, que la vraie force vient de la vulnérabilité, pas de l'orgueil. Élise sent les larmes monter. Tu m'as sauvé aussi, tu sais. Tu m'as donné une chance que personne ne m'aurait jamais donnée. Tu as cru en moi quand je doutais de moi-même. Alors on est quitte, sourit Alexandre. Non, on est ensemble. Le baiser arrive naturellement, sans fanfare, sans musique dramatique, juste deux. Une personne qui ont traversé l'enfer pour se trouver, s'embrassant doucement sous les étoiles parisiennes. Quand ils se séparent, Élise pose sa tête sur l'épaule d'Alexandre. Il passe un bras autour d'elle et ils restent ainsi, regardant la ville scintiller. « On va prendre notre temps, » dit Élise. « Pas de précipitation. Tout le temps que tu voudras. Et Chloé doit passer en premier. Toujours, évidemment. Et on garde les choses discrètes au travail. Professionnalisme absolu. Tu te moques? De moi? Un peu. Mais je suis aussi complètement sérieux. » Élise rit, ce rire léger et cristallin qu'Alexandre adore par-dessus tout. 2 ans plus tard, la maison Lavande a ouvert 5 antennes dans toute la France. Élise dirige un réseau de soignants dévoués. Alexandre a réduit ses responsabilités chez Beaumont Holdings au minimum, préférant se consacrer à la fondation. Ils se sont mariés discrètement à la mairie du 14e arrondissement, entourés seulement de leurs proches. Chloé était demoiselle d'honneur, son lapin gris réparé dans les bras. Françoise, la mère d'Élise, pleurait de joie. Même Camille avait envoyé une carte de félicitations, probablement parce qu'elle s'était remariée avec un banquier suisse encore plus riche qu'Alexandre. Midi, ils se promènent tous les 3 le long de la Seine. Chloé court devant, son rire résonnant. Alexandre tient la main d'Élise, marchant sans canne, sans douleur. « Tu sais ce que je réalise ?» dit-il soudainement. « Quoi ? Que le jour où je suis tombé sur ce marbre a été le meilleur jour de ma vie. » Élise s'arrête, le regarde avec surprise. « Le meilleur ? Oui, parce que c'est le jour où j'ai arrêté de vivre sur du marbre froid et où j'ai commencé à vivre dans la chaleur. » Élise sourit, se hisse sur la pointe des pieds, l'embrasse doucement. « Tu es devenu poète maintenant ? » ?»« Non, juste heureux. » Chloé revient en courant, s'accroche à leurs mains. « On rentre à la maison ? » ?»« Oui, ma chérie, on rentre à la maison. » Et ils marchent. Ensemble vers leur appartement du 14e arrondissement, pas très grand, pas très luxueux, mais rempli de rire, de lavande et d'amour. Sur le mur de l'entrée, encadré soigneusement, le dessin de Chloé. 3 personnages qui se tiennent la main. Un homme, une femme, une petite fille, une famille. Pas construite sur du marbre, mais sur quelque chose de plus fort encore. Sur des mains qui guérissent, sur un cœur qui apprend, sur la foi simple et obstinée qu'avec de l'amour, tout peut être réparé, même un roi tombé de son trône, même une vie brisée sur le marbre froid, parce qu'au final, ce ne sont pas les châteaux qui nous sauvent, ce sont les gens qui refusent de nous laisser tomber. Et c'est ainsi qu'Alexandre a appris que parfois, il faut tomber pour découvrir qui est vraiment prêt à nous relever. Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires le mot « lavande » et racontez-moi. Avez-vous déjà été aidé par quelqu'un qui a refusé de vous laisser tomber? Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne Radio Romance pour plus d'histoires qui émeuvent et aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés.
Ensemble, prouvons que l'amour vainc toujours l'orgueil.